par le passé, dans mon cas personnel, il y a eu des tomes qui, par leur aspect inédit, avaient tout de légendaire. Tout d'abord, il y a eu mon premier manga en version originale, celui-ci je m'en souviendrai toute ma vie, le tome qui ouvre l'arc de Boo avec Gohan étudiant et l'apparition de Goten et Petit Trunks. Ça correspond au tome 29 de la Perfect Edition de Glénat, c'est le tome de la série qu'au final j'ai le plus relu, et bien qu'ils étaient en japonais, j'avais l'impression de tout comprendre, voilà. Et j'avoue, je plaide coupable, j'ai même osé l'impensable en coloriant ponctuellement mes 2 tomes en version japonaise. Après, j'avais 11 ans, donc on peut me pardonner. Cette partie du manga, là, avec tout ce beau petit monde, nous était encore inédite. Pour dire, au Club Dorothée, nous en étions encore à l'arc des cyborgs. Voilà, je ne sais pas si vous vous imaginez la dinguerie que ça représentait pour un jeune garçon comme moi à l'époque. Il y a eu bien évidemment ce premier manga qui garde souvent une résonance extraordinaire en nous, mais mon premier manga en version française est tout aussi mémorable, d'autant plus qu'à l'époque, il ne faisait pas partie de cette production de manga ayant déjà été diffusé en animé chez nous. On était dans de l'inédit. Et c'est avec ce premier tome, donc là c'est la version deluxe, mais vous comprenez, de Video Girl Eye, édité en français par Tonkam, que je découvre la romance pour garçons dans le manga. Voilà, saupoudré de SF, mais aussi d'un peu d'érotisme, qui touche à mon cœur de lecteur prépubère du haut de mes 12 printemps. Voilà. Je suis grisé par cet aspect feuilleton que me proposait les lectures de ce tome, sans parler de l'énorme cliffhanger en fin de tome. Croyez-moi, l'attente pour la parution du tome 2 était un vrai calvaire. On va dire que j'avais pas la même notion du temps à cet âge-là, c'est vrai. Mais bon, pas le choix, je lisais et je relisais ce premier tome, tout en m'émerveillant du rendu des petites culottes de Masakazu Katsura. L'autre dinguerie, c'était de redécouvrir City Hunter avec l'édition que j'ai lue. Déjà, les différences avec l'anime Nicky Larson étaient légion, puis vient cet arc Angel Dust, inédit dans l'anime, qui fera suite à la venue de Mike Angel, ami et alter ego américain de Ryo, sauf que dans l'anime, il manque le plus important. Déjà, qu'en manga, le dessin devient incroyablement beau, mais en plus, la relation entre Kaori et Ryo continue de s'affirmer grâce à Mike. Et pour finir, dans ce tome 29 de l'édition Deluxe, on a le droit à une révélation inédite sur le père de Ryo Saeba. Un plot twist qui renverra directement au prochain tome pour connaître le background si mystérieux de l'enfant soldat qu'était Ryo Saeba et de son père qui... Bon, cette fois-ci, je vais éviter de vous en dire plus, puisque bon nombre d'entre vous sont en train de découvrir la licence avec la réédition de Panini. Puis en plus, Angel Dust, c'est l'arc qui est adapté dans le prochain film d'animation de City Hunter. Et j'ai presque envie de dire, vaut mieux tard que jamais. Avec les éditions que j'ai lues, on a aussi le droit à la suite directe d'un animé qui a bercé mon enfance. Je parle de Captain Tsubasa ou Olive Tom. Je pourrais même vous parler du passage inédit où Tsubasa fait usage de la violence en foudroyant d'une reprise de volée la sombre merde qui lui fait face avant qu'il déclare sa flamme à celle qui deviendra sa femme. Mais dans la série World Youth, qui soit dit en passant, j'ai pas trouvé ouf, si ce n'est lors de l'apparition des équipes d'Amérique latine, telles que l'Argentine et le Brésil, avec bien évidemment le retour de Roberto Cedinho. Voilà, cette licence devenait carrément gold tier avec l'apparition dans le tome 17 de Santana, le cyborg brésilien, et dans le tome suivant de Naturelsa, le génie de la forêt amazonienne. Mais quelle dinguerie ces matchs qui amorceront des confrontations à venir avec les séries suivantes que sont Road to 2002 et Rising Sun dans des matchs Barça versus Real. Et pour finir, j'ai aussi le souvenir que j'attendais avec impatience que le manga Saint Seiya, édité chez Kana, achève l'arc de Poséidon. Et ce pour une raison bien précise, découvrir l'arc inédit de Hades, arc à l'époque certes tout aussi inédit en animé, mais dont je connaissais l'existence puisque la personne qui à l'époque m'a fait découvrir la librairie Tonkam feuilletait devant moi un de ces tomes qui proposait la suite directe de Saint Seiya. À défaut de me souvenir du tome dans sa première édition, c'est au tome 16 de l'édition Perfect de Kana où l'on assiste à la renaissance du chevalier Doko. Je n'en croyais tout simplement pas mes yeux. Ce tome-là nous montrait la vraie forme du maître de Shiryu dans son armure de la balance, ce qui allait clairement au-delà de mes espérances. Après, je vous parle même pas du tome 17 de la Perfect Edition qui met en scène le combat de Shaka contre 3 chevaliers d'or, un combat légendaire. En vrai,
il apparaît évident que tous les tomes que je viens de vous citer étaient surtout des tomes marqués par la nostalgie de l'inédit.